Cette vidéo est sponsorisée par DistroKid. On a une petite offre pour vous, je vous en parle dans quelques instants. Un album. Un album, c'est tout ce qu'il aura fallu pour faire passer Frank Ocean du statut de très bon artiste au statut de légende de la musique. À sa sortie en 2016, Blonde devient immédiatement numéro 1 aux États-Unis, mais aussi au Royaume-Uni, en Australie, en Belgique, au Danemark, en Norvège. Il est certifié platine, les avis du public et de la critique sont unanimes, mais même si ce démarrage est incroyable, il en faut plus pour qu'un album devienne un véritable classique. Plus précisément, il faut qu'il résiste à l'épreuve du temps. Et c'est le cas. Frank Ocean n'a rien sorti depuis ce projet et pourtant il est toujours écouté par plus de 30 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify, ce qui en fait le 102e artiste le plus écouté de la plateforme. Blonde n'a pas quitté le Billboard 200 aux États-Unis depuis sa sortie en 2016 et mieux encore, à l'heure où je vous parle, l'album monte dans ce Billboard, atteignant aujourd'hui la 40e place. Mais bien au-delà d'un chef-d'œuvre musical, cet album cache une vengeance. Une vengeance de Frank Ocean sur l'industrie musicale. Comme il le décrit lui-même, c'est le dernier coup d'une partie d'échecs avec son label pour sortir de son contrat. Frank est le grand gagnant de cette partie. Il a fait perdre des millions de dollars à son label, il a changé les règles de l'industrie à lui tout seul et a tout simplement marqué à jamais le monde de la musique. Mais alors, qui est Frank Ocean? Pourquoi est-il si énervé contre l'industrie musicale? Mais surtout, quel plan a-t-il mis en place pour vaincre son label? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Par contre, j'ai l'impression que... Oh non! Salut, j'espère que vous vous souvenez de moi. Moi, c'est DJ Vilo et il faut que je vous avoue un secret. Je connais personnellement Frank Ocean. Bon, ok, c'est pas totalement vrai. Par contre, je sais qu'il a utilisé un site internet pour faire sa promotion. Vous le verrez plus tard dans la vidéo de Lovie. C'est une idée ultra payante et si vous voulez faire pareil, DistroKid a un partenariat avec Bandzoogle. C'est un outil spécifiquement conçu pour nous, les artistes, qui nous permettent de faire des sites internet très facilement. Il nous permet de vendre notre merch, d'afficher nos dates de concert, de promouvoir nos nouveaux morceaux et de rester en contact avec nos fans. Et tout ça à partir de nombreux templates personnalisables. Grâce à DistroKid, vous pouvez tester gratuitement Bandzoogle pendant 30 jours sans même avoir besoin de rentrer votre carte bleue. Et si vous souhaitez distribuer votre musique sur les plateformes DistroKid, les boss vous offrent 7% de réduction sur votre abonnement la première année en passant par le lien en description. Vous touchez 100% de vos droits sur vos musiques avec tous les types d'abonnements, alors vous n'avez aucune excuse pour ne pas vous lancer. Nous sommes dans les années 2000 et un jeune garçon vient de quitter l'université rempli d'ambition pour tenter de vivre à plein temps de sa passion, la musique. Fraîchement débarqué à Los Angeles, Frank Ocean, ou Christopher Bro, est bien décidé à devenir un artiste reconnu. Sauf que pour le moment, il n'a pas d'argent. Il enchaîne donc les jobs alimentaires pour survivre et à côté, il fait un maximum de musique. Et ça va payer. En 3 ans seulement, Frank Ocean se retrouve à écrire et composer pour des énormes stars de l'industrie musicale allant de Justin Bieber à John Legend. C'est donc une situation assez confortable pour lui puisque ça y est, il vit à plein temps de la musique et il en vit même plutôt bien. Mais ce n'est pas ça qu'il veut. Lui, c'est sa carrière qu'il veut développer. Alors il rejoint un collectif, Hot Future, un groupe d'artistes assez influents et il commence à faire de la musique avec eux et aussi des rencontres. Il fait notamment la connaissance d'un producteur, Tricky Stewart. Et Tricky, ou Christopher Stewart, ce n'est pas n'importe qui dans le monde de la musique, parce que déjà à l'époque, il a produit et ou composé de nombreux titres très célèbres comme Umbrella de Rihanna, rien que ça. Bref, il est derrière des artistes de l'envergure de Rihanna ou Mariah Carey, c'est un gros nom de l'industrie et il voit énormément de potentiel dans Frank Ocean. Alors il va essayer de l'aider et mettre à profit ses contacts dans l'industrie musicale, et Dieu sait qu'il en a, pour faire avancer la carrière de son petit protégé. Il convainc un label, Def Jam, structure appartenant à Universal Music, de signer Frank Ocean. Et Def Jam accepte. Il s'accorde sur un contrat d'artiste, Tricky Stewart arrange le tout et Frank arrive chez Def Jam absolument ravi avec un contrat d'artiste pour 2 albums. Frank Ocean, c'est un bosseur et il a vraiment en tête de devenir un des artistes les plus importants de Def Jam. Pour lui, c'est une opportunité incroyable d'être signé là et il veut être le meilleur. Ce qu'il ne sait pas, c'est que c'est le début des problèmes.
Le problème, c'est que le label l'a signé non pas par conviction, mais juste parce que Tricky Stewart leur a conseillé. Sauf que la direction, à ce moment-là, elle n'y croit pas du tout. Et du coup, tout le monde dans le label ignore Frank Ocean. Il y a d'autres artistes chez eux qui font beaucoup d'argent, qui ont beaucoup plus de potentiel. Franchement, ils n'ont pas le temps de s'en occuper. Ça veut dire que rien ne change pour Frank Ocean entre avant et après sa signature. Et ça l'énerve, mais ça ne le décourage pas à faire de la musique. Il prépare alors une mixtape sans aucune aide financière ou artistique de Def Jam et la sort gratuitement sur internet via le site de son ancien collectif Haute Future. Cette mixtape, c'est Nostalgia Ultra et c'est un succès. Tout le monde voit le talent de Frank Ocean, y compris des labels qui lui envoient des propositions et y compris Def Jam, qui ne reconnaît pas son propre artiste signé chez eux, par eux, et qui se réveille en disant « Ah mais il a du talent en fait, on pensait juste qu'il était pistonné, mais en fait il est fort !» Cette mixtape ne rentre pas dans le contrat signé par Frank Ocean, étant donné qu'il l'a réalisé sans l'aide du label, mais Frank Ocean décide de négocier un budget pour son vrai premier album, le premier de son contrat, maintenant que le label est enfin décidé à lui accorder de l'attention. D'après les rumeurs, il aurait demandé $1 million pour ce premier album. C'est très difficile de vérifier ces informations-là, mais toujours est-il que le label va y mettre les moyens, et ensemble, Frank Ocean et Def Jam vont sortir le tout premier album officiel de l'artiste, Chanel Orange. Et évidemment, c'est un énorme succès. Frank Ocean passe dans une autre dimension. On pourrait croire que tout est bien qui finit bien. On pourrait croire que Frank a donné une deuxième chance à Def Jam, que ça s'est bien passé et que tout va bien maintenant. Sauf que ça, c'est juste la surface. En réalité, Frank a un plan. Mais avant de l'exécuter, il va se faire très discret. Pendant 3 ans. Frank Ocean part en tournée durant 1 an et demi pour défendre Chanel Orange et en dehors de ça, silence radio. C'est un artiste qui se montre très peu, qui s'exprime très peu, bref, il est entouré d'une certaine aura mystérieuse. En 2015, il annonce que son nouveau projet sortira en juillet, mais ce n'est pas le cas. Aucune explication ne sera donnée. Et puis, un peu plus d'1 an plus tard, dans la nuit du 1er août 2016, une vidéo apparaît sur le site de Frank Ocean. C'est une diffusion en noir et blanc qui semble être filmée dans un entrepôt et cette diffusion durera 18 jours. 18 jours à voir Frank Ocean construire une sorte d'escalier. Et puis, le 19 août à minuit, un lien apparaît. Il mène vers un album, Endless, le 2e album de Frank Ocean. Mais ce n'est pas un album traditionnel, c'est un album visuel disponible uniquement sur Apple Music. Là, on pourrait se dire que c'est juste un très bon coup de communication, sponsorisé par Apple, qui a bien fait monter l'attente autour de ce fameux 2e projet qui était très attendu après le succès de Chanel Orange. Mais dans les heures qui suivent, des rumeurs se propagent. Cet album ne serait pas le vrai nouvel album de Frank Ocean. Et ces rumeurs sont très vite confirmées puisque l'artiste va sortir un jour plus tard un clip, Nikes, et sort dans la foulée son 2e album studio, Blonde, toujours en exclu sur Apple Music, mais cette fois en indépendant. Et oui, puisque le 2e album du contrat de Def Jam, c'est Endless. Là, il faut que vous compreniez à quel point c'est fort. Pour faire simple, dans le cas de Frank Ocean et de beaucoup de contrats d'artistes, le deal est le suivant. Le label donne une certaine somme à un artiste pour qu'il produise un album. En échange, l'artiste cède les droits de son album. Les ventes de ce projet couvrent d'abord la somme investie initialement, ce qui rembourse le label, puis il fait des profits en fonction d'un pourcentage déterminé. Le label a tout intérêt à ce que l'album se vende le plus possible. Sauf que là, la sortie de Blonde, album avec lequel Def Jam n'a rien à voir, a complètement masqué la sortie de Endless. Comme je vous l'ai dit en intro, Blonde, ça va être un succès énorme aux États-Unis et en Europe. C'est un album qui a tout cassé. Mais Endless, on n'en a pas énormément entendu parler. Def Jam est piégé. Non seulement ce que vient de faire Frank Ocean est légal, puisqu'il a bien sorti les 2 albums de son contrat, mais en plus de ça, eux vont passer à côté d'énormément d'argent. Parce que Blonde va rapporter énormément d'argent. Forbes considère que Blonde a rapporté $1 million en première semaine à Frank Ocean. Sauf qu'il faut aussi prendre en compte le long terme. Plus le temps passe, plus cet album rapporte de l'argent à
Frank Ocean, argent qui aurait dû en grande partie revenir à Def Jam dans les faits. Mais il y a encore plus fort que ça. Les deux albums sortis sous Def Jam, Chanel Orange et Endless, ils appartiennent au label, parce que c'est eux les producteurs. Sauf que parfois, sur les contrats, il y a une clause qui permet à l'artiste de racheter les droits de ses albums. Souvent, c'est à des prix qui sont tellement élevés qu'aucun artiste ne peut se le permettre, et ça, c'est quand la clause est présente. Sauf que Frank Ocean, il a cette clause sur son contrat. Et Frank Ocean, il a de l'argent. Ce qui fait qu'il va racheter pour 2 millions de dollars les droits de ses 2 premiers albums. Il est à présent propriétaire de tout ce qu'il a sorti. Et qui dit propriétaire dit que c'est lui à 100%, enfin pas à 100% parce qu'il y a d'autres acteurs que le label, mais c'est lui à son plein pourcentage qui s'enrichit. C'est littéralement du génie, mais c'est bien plus qu'un coup de maître pour lui-même. Son action a eu des conséquences sur l'industrie musicale. Bon, déjà les jours qui ont suivi la sortie de Blonde, le directeur général d'Universal a exigé que les exclusivités sur les plateformes de streaming soient interdites pour toutes les filiales de la Major. Parce qu'en effet, si le coup de maître de Frank Ocean aurait dans l'idée pu être possible sans l'exclusivité d'Apple, il a été clairement maximisé par le contrat d'exclusivité avec la plateforme. Déjà, Apple a fait une promotion très agressive de Blonde et a complètement laissé de côté Endless, mais en plus, Frank Ocean a pu sûrement négocier de grosses sommes en privé avec Apple pour l'exclusivité. On n'a pas de données officielles, mais on parle de sommes jusqu'à 20 millions de dollars. Et ça, pour les majors, c'est un drame, parce que ça veut dire que les artistes peuvent négocier tout seuls ce genre de contrat, et ça, c'est pas rentable pour eux. Et c'est le deuxième point. Frank Ocean, en faisant ça, il a renvoyé un message à l'industrie et aux artistes, y compris aux artistes très installés dans l'industrie musicale. Il a montré à tout le monde qu'on pouvait reprendre le contrôle sur sa musique et qu'on pouvait être moins dépendant des labels et des maisons de disques. Cependant, si c'est une très belle histoire, je pense qu'il y a quand même quelques détails qu'il est important d'ajouter quand on l'évoque. Parce qu'il y a des conditions nécessaires à remplir pour faire tout ça, et je pense qu'il faut en parler. Là, c'est mon analyse et ça n'engage que moi, mais je pense que c'est important d'apporter un peu de nuance quand on parle d'indépendance. La première chose, c'est que pour pouvoir être indépendant, il y a un aspect à ne pas négliger. C'est le fait d'être entrepreneur, ou à minima d'être entouré d'entrepreneurs, même si ce sont des indés et pas des maisons de disques. C'est le piège de tous les métiers créatifs. Tu penses que tu vas vivre de ton art, faire ta passion à plein temps, sauf qu'en réalité, surtout quand vous êtes seul, en tant que musicien, mais ça marche avec plein d'autres passions, vous allez avant tout devoir gérer une boîte et tout ce que ça implique, d'un point de vue financier, d'un point de vue administratif et d'un point de vue décision stratégique. Et c'est un truc que Frank Ocean affirme, c'est un artiste, mais c'est aussi un entrepreneur. Je le cite. Je sais exactement quels sont les chiffres. J'ai besoin de savoir combien de disques j'ai vendus, combien d'équivalents d'albums en streaming, quel territoire diffuse ma musique plus que d'autres, car cela m'aide à choisir les endroits où nous allons jouer des concerts, ouvrir un point de vente au détail, etc. C'est une mentalité que tous les artistes n'ont pas, et ça se comprend en soi, mais dans le métier, être artiste indépendant, surtout dans la phase où vous vous dégagez un salaire mais où vous n'êtes pas une star mondiale, il y a le fait d'être entrepreneur. Et de ne pas faire que de la musique. Et attention, je ne dis pas ça pour décourager l'indépendance. Vous connaissez mon dégoût envers les maisons de disques. Et je pense qu'il faut aussi parler explicitement des coûts cachés du fait de se passer de ces maisons de disques. Par contre, toujours selon mon analyse, que vous soyez indé ou pas, il y a une chose indispensable, c'est l'éducation. Le système est injuste et le système est très complexe, c'est un fait. Mais la réalité, c'est que si vous voulez faire quelque chose dans la musique, vous allez devoir dealer avec ce système. Même si vous êtes indépendant, vous avancerez quand même dans l'industrie de la musique. Et à partir de ce moment-là, il faut absolument s'informer. Que ce soit sur le fonctionnement global de l'industrie, sur les contrats, faire relire vos contrats par des professionnels, je sais que ça coûte de l'argent, mais c'est absolument indispensable. Vous pouvez avoir la haine du système en place, et c'est absolument compréhensible. Cependant,
personne ne s'en est sorti sans bien connaître les rouages de l'industrie dans laquelle il avance. Frank Ocean, avant tout, il a une excellente connaissance de l'industrie musicale. Cette connaissance ne l'a pas seulement aidé à sortir de son contrat sans avoir de problème juridique, ça l'a aussi aidé à maximiser ses décisions dans sa carrière d'indépendant. C'est pas un discours avec lequel tout le monde sera d'accord et c'est ok, mais moi c'est vraiment une idée que je défends. Parce que dire que le système est injuste, c'est une chose, mais il n'y a pas 1000 issues possibles. Soit tu ne fais rien parce que de toute façon le système est injuste, soit tu essaies de t'en sortir comme tu peux, et dans ces cas-là, tu n'auras pas d'autre choix à l'échelle d'une vie que de dealer avec les règles en place. Et pour s'en sortir avec les règles en place et déjouer les pièges, il n'y a que deux solutions, l'éducation et l'entourage. Alors même si les règles sont profondément injustes, autant les comprendre pour mieux les changer quand on aura le pouvoir pour. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était Lovie, je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous. Hey les jeunes, arrêtez de chialer, tout est possible. Moi j'ai beaucoup chialé, mais tout est possible. Vous pouvez le faire en chialant. Let's fucking go!